C'est le seul bon, le ressuscité. Alléluia. All right. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Jambo enu, mbote na bino, betoabu, mbote na beno nyonso. Voilà, nous sommes là, Anglo-Congo, très content d'être là pour faire l'analyse de l'actualité politique. Vous êtes déjà nombreux, je peux voir. Je peux reconnaître Isidore Tamboué, Albert Benawa. Vous êtes nombreux.
poser déjà des questions, parce que nous n'aurons pas beaucoup de temps, je pense. Euh, des questions, je vous encourage pour que nous puissions gagner du temps, parce que vous en avez. Comme ça, aussitôt que nous terminons notre exposé et nous allons aborder vos questions, vos commentaires. Voilà. Bonjour mon frère Poté Baoli Bofunda. Bonjour, bienvenue Kolo. Oh, oh, Joseph Chaba. Il est 0 heure à Los Angeles. My goodness. Wow. Merci pour ces sacrifices. Vous aimez bien votre pays. Et vous aimez bien Anglo-Congo. Ça nous encourage. Alors, aujourd'hui, nous avons deux sujets. Le premier, rencontre de Brazzaville. Vous savez tous, le président Félix Tshisekedi était à Brazzaville. Il est déjà rentré au pays. Il est allé à Brazzaville quasi seul. C'est-à-dire, il ne s'est fait pas accompagner par la patronne de la diplomatie congolaise, moins encore d'après nos renseignements, son conseiller en matière diplomatique, même pas son conseiller spécial chargé de la sécurité, M. François Beya, qui a de très bonnes relations avec le président Sassou Nguesso. Et ça nous a tiqué. Nous nous sommes dit, pour un chef de l'État, se déplacer comme ça, c'est vrai que Kinshasa et Brazzaville, ce sont les deux capitales les plus proches du monde. C'est comme si il allait dans une autre commune de Kinshasa. Ça c'est vrai parce que celui qui prend une vedette pour aller à Brazzaville et celui qui quitte Kinshasa pour aller à Maluku, celui qui prend la vedette pour faire la traversée va arriver avant celui qui part de Kinshasa pour Maluku. Alors que celui qui part de Kinshasa à Maluku, il est toujours à Kinshasa. Mais Brazzaville, c'est la capitale de notre pays, du Congo, de la République du Congo, et il est allé là-bas rencontrer son homologue, le président Denis Sassou Nguesso, qui est aussi le président en exercice de la CIRGL, la communauté internationale des pays des Grands Lacs. C'est une organisation sous-régionale. Officiellement, on nous a parlé que le président Félix Tshisekedi allait rencontrer son homologue d'en face pour parler des Covid-19. Bon, quelqu'un m'a dit, mais est-ce qu'ils ont trouvé les vaccins ou quoi pour qu'ils en parlé à huis clos? Quelqu'un d'autre a fait un commentaire quand j'ai publié l'information, il a dit, Covid-19, ça peut être les surnoms qu'ils ont donné à quelqu'un. C'était aussi pour parler de familles qui sont bloquées de part et d'autre, au Congo-Brazzaville, au Congo-Kinshasa, quand les deux gouvernements avaient pris des mesures de fermer les frontières respectives suite à Covid-19. Et en plus, c'était pour parler aussi de la crise qu'il y a entre la République démocratique du Congo et la Zambie. Vous savez, depuis un certain temps, on parle de la présence des hommes armés qui seraient venus de la Zambie,
Kinshasa avait envoyé une délégation à Harare. Notre ministre des Affaires étrangères avait conduit une délégation à Harare et qui avait rencontré le président zimbabwéen Emerson Mnangagwa, qui il est le président en exercice de l'organe en charge de la paix, de la sécurité dans la SADC. Le ministre des Affaires étrangères du Congo-Brazzaville, Jean-Claude Gakosso, avait aussi effectué une tournée dans la sous-région, Congo-Kinshasa, à Lusaka, pour les comptes du président Sassou Nguesso, pour essayer d'appuyer la démarche de la SADC en vue de résoudre ces conflits frontaliers, entre guillemets, entre le Congo-Kinshasa et la Zambie. Tout ceci est connu. Mais quand un chef de l'État se déplace pour aller traiter des matières, des questions que nous avons relevées ici, il s'accompagne des ministres qui ont en charge, notamment les affaires étrangères. Pour les cas de ce voyage, il devrait aller avec la ministre des Affaires étrangères, son conseiller diplomatique, il devrait aller avec le ministre de la Santé, le ministre de l'Intérieur, peut-être aussi avec le gouverneur de la ville de Kinshasa, et même le numéro 1 de la DGM et le patron de l'ANER. Tel n'était pas le cas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que au centre de cette rencontre, il y a un sujet très confidentiel, très sensible, que les deux chefs d'État devraient aborder. Alors, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de fuite, le président est allé quasi seul, à l'exception de quelques gardes, et ils ont eu une série de huis clos, d'entretiens à huis clos. À l'issue de cette rencontre, le président de la République, avant de rentrer à Kinshasa, il a parlé à la presse. J'aimerais balancer l'élément audio. Ensuite, nous allons faire l'analyse suivante. L'essentiel est de regarder d'abord les intérêts du pays, et je crois que les uns et les autres sont conscients de cette prise en compte des intérêts du pays, j'entends, et donc nous allons finir par trouver des solutions. Ce que je peux vous assurer en tout cas, c'est que nous n'allons pas vers une rupture de la coalition, ça c'est certain. Mais évidemment, d'ailleurs en ce moment, il y a des délégués des deux camps qui se voient, qui discutent pour essayer de déblayer le chemin et de voir de nouveau les conditions de pouvoir regarder dans la même direction. Mais ça ne doit pas vous déranger cela, parce que c'est tout à fait inhérent à une jeune démocratie, à une première expérience politique. C'est la première fois, je vous le dis, que nous vivons une telle situation dans ce pays-là. Donc, ça ne pouvait pas se passer parfaitement. Même dans les vieilles démocraties, les coalitions ont toujours posé des problèmes. Donc, ça ne doit pas choquer. Voilà, nous avons là tous suivi le président de la République qui a parlé à la presse alors qu'il était sur le point de quitter Brazzaville. Il est clair que s'il a abordé ce sujet, c'est parce qu'on lui a posé la question. Et il nous a un peu donné la lumière sur cette question de la rupture ou la fin de la coalition FCC-Cash. Cette rencontre du président de la République intervient quelques jours après que
Lamuka, mais essentiellement représenté par le MLC. Avec ses militants, ils ont marché dans la ville de Kinshasa pour demander que M. Ronsa Malonda soit récusé et que l'on trouve quelqu'un de crédible, de compétent pour diriger la CENI. Le président de la République dit qu'il y a une rencontre, une discussion qui s'est faite à Kinshasa entre les délégués des CACH et du FCC, et il dit, il espère, il croit que ces discussions prennent en compte les intérêts du pays. Il ajoute qu'il n'y aura pas, qu'on ne va pas dans le sens de la rupture. On ne va pas dans le sens de la rupture. Bon, j'ai lu dans les réseaux sociaux des gens qui ont manifesté leur mécontentement en disant, beaucoup de gens, il faut le dire, la majorité d'ailleurs, pensant que les propos du président de la République sont malvenus. C'est comme s'ils attendaient que le président dise qu'il y a rupture entre FCC et CACH. Mais attention, c'est une déclaration grave que de dire ça, surtout à l'étranger. Parce que quand on dit qu'il y a rupture, il y a des conséquences. C'est-à-dire que le gouvernement va tomber. C'est-à-dire que le président de la République, soit il va nommer un informateur pour identifier une autre majorité, ou alors il va procéder à la dissolution du Parlement actuel. Ça, ce sont des décisions très très graves qui ne se prennent pas à la légère. Il faut beaucoup de consultations. Il faut s'assurer que quand on fait tomber le gouvernement et que on lance un informateur sur le terrain politique pour aller identifier une autre majorité, on doit s'assurer que on aura une majorité autre que celle qu'on a aujourd'hui. Parce que si elle sera la même, mais à quoi ça sert de faire tomber le gouvernement? Et vous savez, les tractations pour former un gouvernement au Congo ont toujours pris beaucoup de temps. Parce que la scène politique congolaise, elle est très mouvante. Et elle varie à tout moment. Elle peut aller dans un sens comme dans un autre. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on dit comme ça à la légère, non. Et le président de la République, avant de le dire, il doit rentrer au pays, il doit rencontrer les membres du gouvernement, conférer avec le Premier ministre, parler avec les leaders de la majorité au Parlement, constater que il n'y a pas d'accord, et c'est alors qu'il va décider de révoquer le Premier ministre et par ricochet tous les gouvernements, ou alors dissoudre l'Assemblée. Or, pendant qu'il était à Brazzaville, il dit que les discussions sont en cours. Et il dit ici, dans cet élément, il n'a pas dit, mais quand vous prenez tout l'élément audio, il dit, en tant que président de la République, en tant que chef de l'État, j'agis en rassembleur. Je suis en train de les paraphraser. Donc, son souhait est que les gens soient ensemble. Mais les discussions là où elles se déroulent, si
elle marche bien, tant mieux. Mais quel pourrait être le but de ces discussions? C'est justement de regarder, est-ce que la manière dont nous travaillons en tenant compte des intérêts du peuple ou nous sommes en train de passer notre temps à nous combattre? Deuxièmement, en tant que gouvernement, ils doivent avoir une position identique pour tous les membres du gouvernement sur toutes les grandes questions du pays. Et aussi en tant que coalition. Parce que ce n'est pas normal sur la question, par exemple, des Ronsard Malonda, les deux composantes de la coalition Cash FCC n'ont pas une même position. Donc le président de la République ne peut qu'avoir un langage optimiste jusqu'à ce qu'il se constate sur le terrain qu'il y a une impasse. Le fait qu'il y a discussion, c'est-à-dire que les points de vue ne sont pas les mêmes. C'est tout à fait clair. Mais d'une part, je voudrais dire, ce qui fait peur, ce qui a dessus les gens, ce sont les gens qui pensaient que, parce qu'on parle d'un dialogue, c'est notre deuxième sujet, mais ça se lit, il y en a qui pensaient qu'il y aura un dialogue. Il y en a qui pensent jusque-là qu'il y aura un dialogue. Du type dialogue de la cité de l'OIA, dialogue de Senko. Mais qu'est-ce qui peut amener à un dialogue? Et quelle sera la finalité d'un tel dialogue? Si les gens se plaignent parce que la raison des deux marches qui ont eu lieu à Kinshasa, des protestations, c'était les rejets de la désignation de Ronsard Malonga par certaines confessions religieuses à la tête de la CENI. C'était ça l'objet de la marche. Est-ce qu'on doit aller dans un dialogue pour cela? Je dis non. Mais est-ce qu'il y a d'autres sujets qu'on peut aborder? Oui, parce qu'il y a crise au pays. Il y a une crise économique. On ne peut pas nier cela. Il y a une crise sociale. Nous sommes en plein Covid-19. Oui, c'est des sujets que l'on peut aborder, mais dans quel cadre? Tout le problème est là. Tous les partis politiques de l'opposition, ou les grands partis de l'opposition, sont représentés au Parlement et au Sénat. Pour faire partir Jean-Marc Abound, on n'est pas sorti du cadre institutionnel. Ça a été décidé au Parlement. Est-ce que ces questions-là peuvent être résolues dans le cadre des institutions? J'ai dit l'ampleur des problèmes aujourd'hui, oui. Mais si les FCC s'entêtent sur la question des Malonda, la crise va s'empirer. Et si les FCC, qui n'a fait que surseoir les deux projets de loi de M. Minakou et Sakata, ils estiment que, parce qu'ils avaient dit officiellement, ils vont mettre à profit ce temps ici pour expliquer à l'opinion les bien fondés de ces projets de loi. S'ils estiment qu'ils doivent relancer leur démarche au niveau du Parlement, ça va contribuer à empirer la crise.
Et si les plateformes, les partis politiques de l'opposition, et même ceux qui sont au pouvoir, mettent les gens dans la rue, la société civile, et font pression, eh bien, on peut ouvrir, élargir les dialogues, sortir cela du cadre institutionnel, mais en sortant, en organisant un dialogue en dehors du cadre institutionnel, il y a un risque d'enlisement d'abord, parce que, vous le savez, il faut que les délégués soient désignés. Ça aura quel format? Ça va coûter combien au trésor public? Ça va se tenir où? Et ça va durer pendant combien de temps? Et finalement, quels seront les sujets qui seront abordés? Si enlisement, donc, la crise va s'empirer davantage. Et à l'issue de ces dialogues, nous allons sortir avec quoi? Est-ce qu'il ne s'agira pas du partage des gâteaux? Les gens ont marché réclamant le départ de Rosar Malonda. Mais maintenant, on entend de plus en plus un dialogue. Donc, la question de Rosar Malonda n'a servi que de prétexte pour créer une nouvelle donne politique. Moi, personnellement, je ne suis pas contre le dialogue, mais je fais voir seulement que ces dialogues, s'il y aura dialogue, risque d'amener encore le pays dans une crise beaucoup plus grave. Je pense que les gens doivent se retrouver autour de la table pour parler de la réforme de la CENI, de la loi électorale et de la désignation d'un président de la CENI qui sera le résultat d'un consensus pour qu'il n'y ait pas contestation. Parce que là, nous sommes déjà dans la contestation des résultats des élections de 2023 avant même qu'on entre dans le processus de 2023. C'est déjà la contestation et il y a eu déjà des morts et des blessés. Donc, ça serait mieux que les gens se rencontrent le plus rapidement possible, la société civile d'abord, et à cela, associer les autres parties prenantes, parce que ce sont les partis politiques qui finalement vont concourir dans ces élections, les associer à appeler cela dialogue, discussion, concertation pour parler, pour que l'on prépare bien ces élections. Et si, après une telle rencontre, suite aux résolutions qui seront prises là-bas, si ça va demander que la loi électorale soit amendée, on va proposer cela au Parlement, et le Parlement et la Chambre, dont l'Assemblée nationale et la Chambre haute pourront procéder à l'amendement. Parce qu'on a encore le temps. Mais si c'est pour aller dans ces dialogues, pour partager les postes, entrer dans une transition, je crois que c'est dangereux. Dangereux pourquoi? Si c'est une transition, ça veut dire que le compteur est à zéro. Excusez-moi.
Sorry? No, she's gone already. You can go straight. You can come here and get the quote. All right. Don't call me. I'm broadcasting. Excusez-moi, là c'était ma fille qui... Alors, si c'est pour remettre en cause l'ordre institutionnel actuel, donc on va entrer dans une transition, la conséquence pourrait être quoi? En fait, c'est remettre les compteurs à zéro. On peut assister à une requalification de certaines personnes par rapport aux élections prochaines. Et c'est ça le piège. Parce que le dialogue va impliquer les FCC, la MOUCA, CACH et les autres forces, la société civile. Une fois que les gens vont au dialogue dans ce sens-là, est-ce qu'ils vont laisser la Constitution intacte? Les mêmes raisons qui avaient prévalu avant les élections, qu'on n'ait pas un dialogue, de peur de remettre Kabila dans la course, ce sont les mêmes raisons pour lesquelles moi j'estime qu'on ne doit pas faire un dialogue fourre-tout. On doit plutôt faire un dialogue, organiser une discussion autour de la question du processus électoral. Et si jamais le FCC reconsidérait sa décision de surseoir au projet de loi, à ce moment-là, on peut aussi inclure cela, mais si on ouvre à tout, écoutez, il y a risque. Et les discussions risquent de prendre beaucoup de temps. La solution idéale serait, si jamais les discussions qui se passent entre FCC et CACH n'aboutissent pas, elles peuvent aboutir, mais c'est dans la pratique qu'on verra que ces gens veulent vraiment travailler ensemble ou pas pour l'intérêt du peuple. Alors si ces discussions n'aboutissent pas, le président de la République avait dit il est pour la coalition, mais il ne va pas laisser sa peau pour la coalition. À Brazzaville, il a dit les discussions vont dans le bon sens. Mais on n'est pas encore au bout des discussions. Il y a peut-être des questions autour desquelles il y aura une forte divergence. On peut se retrouver dans une impasse et il va tirer toutes les conséquences qu'il faut. Et dans ce cas-là, il faudra alors qu'il nomme un informateur pour identifier une nouvelle majorité. C'est la solution la moins coûteuse en termes de temps et en termes de finances. Mais si on doit procéder à la dissolution du Parlement, dans 60 jours qui suivent, il faut organiser d'autres élections. Est-ce que le Congo a le moyen financier pour faire face à une telle situation? Objectivement, non. À moins que, par une exception, le Parlement et le Sénat autorisent, avec l'accord de la classe politique, un glissement.
Or, si nous parlons des glissements, on ne va pas laisser le président de la République glisser avec ses 2 chambres. Les autres chercheront à entrer dans la course, entrer dans le gouvernement. Parce que c'est ça le nœud du problème. Au Congo, tout comme dans beaucoup de pays africains, quand vous n'êtes pas aux affaires et qu'il y a un processus démocratique qui est engagé, vous avez beaucoup de chances, soyons réalistes, à la fin du processus électoral, que vous soyez les perdants. Si vous gagnez, c'est une exception. Ça devient une exception. Mais la règle, c'est-à-dire que vous serez perdants. Ceux qui sont au pouvoir, généralement, ils vont se retrouver à l'issue de ces élections. Même s'il y a une partie qui va aller dans l'opposition, mais la partie qui va aller dans l'opposition aura quand même une part confortable des députés, voire même des gouverneurs. La plupart des gens qui disent dialogue, dialogue, et d'ailleurs vous allez suivre, les gens ne parlent plus de la réforme de la CENI. J'en veux pour preuve le communiqué de Lamuka. Ce n'est pas moi, hein. Le tout dernier. Quand vous l'analysez, ce n'est plus vraiment une question électorale. C'est un problème qui est un dialogue, mais ils ne disent pas que dans ce dialogue, leur intérêt, c'est d'entrer dans le gouvernement pour enfin avoir les moyens financiers, comme les autres qui sont dans le gouvernement, il faut le dire, et pour influer sur le processus électoral, de telle sorte qu'au finish, qu'ils ne soient pas des victimes. C'est ça l'agenda caché. Et une fois qu'ils entrent au gouvernement, ils ne vont pas accepter que ça soit une année. Ça sera au minimum 2 ans. Voilà les dangers auxquels nous faisons face. Ceux qui sont, et l'avantage de ce qu'il y a eu, c'est que d'abord, ça a démontré que les gens ne sont pas avec ces députés qui sont là, la population. C'est clair. Deuxième chose, les gens ne sont pas prêts à voir des élections bâclées, chaotiques, comme les 3 élections que nous avons connues au pays, dans le passé. Mais n'oublions pas, il faut être réaliste et souple. Ce n'est pas la première fois que les gens contestent la CENI ou ses méthodes de travail. Souvenez-vous, en 2011, ce qu'on appelait jeudi, chaque jeudi, il y avait des marches de l'UDPS. Ces marches étaient conduites par Jacquemin Chabani, et il revendiquait, il voulait un processus transparent, et il disait que toutes les parties prenantes aient accès au serveur. Jusqu'au moment où ils sont allés aux élections, ils n'avaient pas accès au serveur. Pourquoi? Chaque fois qu'il y a un processus électoral qui est engagé, les gens contestent la manière de faire de la CENI, l'étape d'enrôlement. D'abord, ils commencent par la composition, l'enrôlement, tout ça. Viendra un moment, pour éviter l'illégitimité à la tête du pays, la communauté internationale, qui bien sûr va aussi dénoncer certaines choses, le manque de transparence, à un moment donné, cette communauté internationale dira « allez aux élections ». Sans qu'il y ait un vrai changement dans les conditions d'organisation d'élections. En fait, c'est un raccourci malheureux qu'ils prennent. Mais ils se disent que si on laisse,
au nom de la stabilité, parce que plus il y a des dirigeants illégitimes et qu'il y a des risques de ne pas avoir des élections dans les brefs délais, ça devient une pression pour eux. Ils disent, mais ça peut barder dans ces pays. Et la RDC, c'est pas le Congo-Brazzaville. C'est pas la République centrafricaine. C'est plus de 80 millions d'habitants. C'est un pays qui est au centre de l'Afrique, avec 9 différents voisins, parmi lesquels des voisins qui ont aussi des problèmes de stabilité. La République centrafricaine, mais c'est une bombe à retardement. On ne sait pas s'il y aura des élections en République centrafricaine. Parce que le groupe armé occupe la majorité du territoire centrafricain. Le président Ange Faustin Touadéra, les députés de son camp ont tenté d'obtenir un glissement, comme on dit chez nous. La Cour suprême, la haute cour de la République centrafricaine a refusé. Il leur a demandé d'aller trouver une solution politique. Et on craint que si on arrive à l'échéance, il n'y a pas élection, mais ça va barder la République centrafricaine. Or, déjà, beaucoup de groupes armés en République centrafricaine ont des bases arrières chez nous. Et c'est là s'il y a des troubles à Bangui et dans d'autres provinces de la République centrafricaine qui sont des provinces voisines avec le nord ou le sud du Bangui, et j'en passe, les populations civiles vont se déverser chez nous. Et souvent, ces populations, quand elles arrivent, oui, ce sont des réfugiés, mais parmi vous allez trouver des milices qui risquent de se réorganiser pour faire des attaques dans leur pays d'origine. Ou bien même sur place. Commencer à créer l'insécurité sur place contre les Congolais même. Se disputer des espaces. Et maintenant, on parle de beaucoup de diamants à l'Équateur. Ça peut être une raison pour qu'il y ait une grande instabilité là-bas. Donc, ce sont là des éléments à prendre en compte. Mais si dialogue il y aura, croyez-moi, ça va nous conduire à un partage du pouvoir. Il y aura certainement la réforme de la CENI, mais il y aura partage du pouvoir, transition, ce qui veut dire glissement, et le FCC sera partie du jeu. C'est clair. Avec les risques que Kabila se retrouve dans la situation où il peut entrer dans la course. Parce qu'au nom de quoi vous allez demander, par exemple, à Jean-Pierre Mbemba de devenir candidat, d'être éligible, sans que Kabila le soit. Ce sera des revendications politiques en ce moment-là. Et la loi sera modifiée en fonction, ou la Constitution, en fonction de la prise en compte de ces revendications-là. Voilà les risques auxquels nous faisons face. Mais je reprends, la solution probable, c'est idéal aussi, dans la situation actuelle, ça serait tenter de trouver une nouvelle majorité. Parce que ça peut, il y a déjà des fissures au niveau du FCC entre les PPRD et les alliés. Et s'ils apprennent qu'il y a des consultations pour que les gens entrent dans le gouvernement, ces fissures vont s'agrandir pour conduire à une rupture entre eux. Et à ce moment-là, la majorité peut changer de camp.
Mais c'est un risque. Rien n'est garanti que ça va réussir. Ça doit être bien étudié de la part des chefs de l'État et de ses collaborateurs avant de s'engager dans cette voie-là. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas une solution facile. Je reprends encore, il n'y a pas une solution facile. Je voudrais prendre des questions. Je voudrais dire ceci. Si c'est que le président Félix Tshisekedi aille à parler avec le président Sassou Nguesso est exactement ce qui fait l'objet des discussions entre les deux camps à Kinshasa, je ne vois pas pourquoi il se déplacerait de la manière dont il s'est déplacé pour aller au Congo-Brazzaville. Moi, je n'exclus pas une rupture, mais il ne revient pas à lui en tant que chef de l'État d'être le prophète des malheurs pour dire qu'il y aura une rupture. Parce qu'il est clair qu'il y a des choses qu'il ne va pas accepter. Ou alors, le fait qu'il a eu un tel langage, ça peut être le résultat d'une concession de la part de Joseph Kabila, une concession de taille. Mais, voyons ce que ces discussions vont donner dans la suite pour que nous soyons fixés. Voilà, je vais prendre quelques questions rapidement et des commentaires. Joseph Tchabaï me dit, j'attends ta réaction après le passage de Mami Tchibola au Bossolo na politique aujourd'hui dans l'affaire avec Mukuna. Bon, cette histoire, je dois dire que elle est indécente. Que ça soit vrai ou faux, les contenus blessent la pudeur. C'est pas facile d'en parler. Mais, d'après mes informations, le pasteur Mukuna va s'en sortir. C'est-à-dire, il sera libéré. Il sera acquitté. Tel que nous avons appris comment le procès était, quand chaque partie est venue donner sa version des faits, après confrontation, il me semble que le pasteur Mukuna, si on s'en tient à ce qui est juste, il va s'en sortir. C'est le moins que je puisse dire sur ce sujet. Le reste, je ne saurais pas aborder cela. Je regrette que Madame Mami Tchibola, son histoire est pathétique. Je comprends que c'est une dame qui est, quelque part, elle a fait preuve de sincérité, mais elle a été aussi victime de manque d'éducation. Elle le dit elle-même. En passant, je dis que ça doit ouvrir l'œil des autorités parce que jusqu'aujourd'hui, il y a des coins de la République où on est en train de donner en mariage des mineurs. Des filles mineures, c'est grave. Particulièrement au Kasaï. Les ONG ont beaucoup à faire. Les églises doivent dénoncer cela. Vous imaginez cette dame-là qui est née en 1900, je ne sais pas, 92, à 13 ans et demi, hein? Elle était mariée ou bien elle a donné naissance à un enfant. Et c'est inconcevable. C'est illégal. Donc, c'est vrai que à une époque donnée, ma mère, c'est à cet âge-là qu'on l'avait épousée par mon père. Mais il y a plus de 60 ans qu'on avait épousé ma mère par mon père. C'était acceptable à ce moment-là, mais pendant ce temps ici, c'est pas acceptable. En fait, c'est la chose qui m'a le plus touché.
J'ai dit, voilà une raison de rendre aussi l'éducation gratuite. Son père ne savait pas écrire, elle, c'est à peine qu'elle a appris à écrire et à lire. Donc, c'est vraiment regrettable. Alors, je prends quelqu'un d'autre. Isidore Tamboué dit pourquoi le président tâtonne avec la coalition au lieu de dissoudre le Parlement et faire les choses autrement. Bon, comme je l'ai dit, ça semble être facile. On peut se réveiller puis on dit le Parlement est dissous. Mais qu'est-ce dit la loi après cela? Je l'ai dit tantôt. Dans 60 jours, vous devez organiser les élections. Si vous n'organisez pas les élections dans 60 jours, qu'est-ce qui arrive après? Mais c'est une crise politique très grave, aux conséquences inimaginables. Parce qu'après 60 jours, s'il n'y a pas élection, on fait quoi? Même la légitimité du président sera remise en cause. Donc, ce n'est pas des choses comme les gens pensent aussi faciles, non. Mais quelque chose doit être fait et nous avons donné là une piste de solution. Albert Benawa dit Shalom, men of God et la paix. Merci beaucoup. Joseph Tchaba voulait savoir quelle était mon analyse sur ma réponse sur la coalition avec les FCC, Cash et le séjour de Félix à Brazzaville. J'ai déjà parlé sur ça. Isidore Tamboué dit la démarche de la Mouka et les LCC ne sont-ils pas louches? Bon. Écoutez, en politique, on fait tout pour... D'abord, la politique, c'est les rapports de force. On fait tout pour créer une situation qui vous soit favorable. J'ai dit, ces marches contre Malonda Ronsard ont donné lieu à ceux qui, au moins aux gens de la Mouka, d'élargir leurs revendications. Mais est-ce que ce qui a été fait, c'est suffisant pour que l'on ait un dialogue? Je ne pense pas. Mais s'il continue, et si ça prend de l'ampleur, en ce moment-là, on pourrait envisager un dialogue qui va aller au-delà du cadre du processus électoral, et même qui sera un dialogue qui ne va pas se dérouler dans le cadre des institutions. C'est possible. Mais ce n'est pas, on n'en est pas encore là. Et n'oublions pas, ceux qui sont en train de discuter, les FCC, ils tiennent compte de cette situation-là. Ils savent que s'ils ne s'entendent pas, eh bien, l'alternative, ça sera quoi? On ira dans un dialogue. C'est vrai que ça peut relancer Kabila, mais ça peut aussi se tourner contre eux. Donc, cette possibilité d'avoir un dialogue en dehors des cadres institutionnels peut les stimuler à faire des concessions là-bas. Pour ne pas donner lieu aux autres de venir et dire non, ça ne va pas, allons dans un dialogue. Ça peut être le cas. Albert Benawa, il dit, il s'est passé quoi juste pour les cas Benon Mamba? Paraît-il que sa famille est avec lui. Bon, on est dans une situation très confuse, mais d'après mes informations, des sources crédibles, monsieur Benoît, je crois que c'est Luamba, plutôt. Vous parlez de lui. Il avait effectivement remis sa lettre de démission, mais par après, il a subi des pressions et il aurait, je mets ça au conditionnel, changé, renié qu'il a déposé une lettre de démission. Donc, et puis l'ANER est allé pour perquisitionner dans son bureau, entendre son directeur de cabinet, quelques-uns de ses collaborateurs,
Mais à la présidence, on a pris acte de sa démission. Donc voilà, on en est là. Merci beaucoup, bienvenue Kolo. Bianco, le primo volarisé, dit, Papa Anglo Congo, peut-on déduire de la déclaration du président de la République sur la coalition que celle-ci, malgré les tumultes entre les CACH et le FCC, que pour le président de la République, cette coalition restera de vigueur jusqu'à la fin de son mandat. Non, on ne peut pas déduire comme ça parce que les discussions sont en cours. Quand il y a discussion, en dépit de son optimisme, et d'ailleurs, je l'ai dit, dans sa position de chef de l'État, il ne peut qu'avoir un discours optimiste, mais les choses sur le terrain peuvent prendre une autre tournure. Parce qu'il s'agit de discussions. Et personne n'a les revolvers à l'attente pour dire que donc, ça peut aboutir, tout comme ça ne peut pas aboutir. Voilà ce que je peux dire. Mais il n'en est pas content, bien sûr. Il n'est pas content de cette coalition. John Poy dit non, il ne peut pas dire ça, c'est un langage diplomatique. Oui, je comprends. Moi, je dirais que c'est un langage politique. Pasteur Léa Loti Capon me dit c'est un langage politique, rien d'autre, car après tout, ce qui s'est passé, le président n'est pas aveugle. Non, pas du tout. Sinon, il n'aurait pas autorisé l'UDPS à aller marcher après sa rencontre avec Joseph Kabila. Donc, le fait que les gens parlent, le fait qu'il y ait un discours d'apaisement, ne veut pas dire forcément que les choses sur le terrain vont aller dans ce sens. Pati m'a dit qu'il y a un mot sur le procès en appel de VK. Bon, à ce stade, il est difficile de prédire, mais comme je l'avais dit l'autre fois, il y a, les juristes disent qu'en pénal, le jugement est basé sur la conviction du juge, compte tenu des éléments en sa possession. C'est ce qu'a fait les juges. Moi, de mon côté, avec ma petite connaissance, et suite à ce que j'ai appris dans ces procès, je pense que ce qu'on peut retenir à charge contre VK et ce qui peut rester, c'est le fait que on avait décaissé de l'argent sans respecter la procédure. Et c'est sur son ordre. Excusez-moi. Et, autre chose, comme par hasard, mais ce n'est pas par hasard, on a constaté un enrichissement de ses proches pendant cette période-là qu'on a passé ces mariages, ces marchés à ces Libanais. Mais je l'ai dit pour d'autres raisons aussi de sécurité sur le plan international. Nous avons affaire à un Libanais qui est proche de Hezbollah et dont l'un des enfants a amené l'argent au Liban en liquide, des millions de dollars. Qu'est-ce que cet argent était parti faire au Liban? Les autres États, particulièrement les États-Unis et Israël, étaient très intéressés par rapport à ces procès. Donc c'est aussi une des raisons dont on n'évoque pas beaucoup, mais qui peut faire que ces États-là pèsent sur notre justice, sur notre gouvernement, je l'ai dit ouvertement, pour que les gens qui étaient impliqués dans ces transactions ne puissent pas être libérés. Parce qu'il y a la sécurité des États qui est en jeu. Serge Niati dit, bonjour AC, avez-vous des informations par rapport à la rencontre entre le chef de l'État et les commandements militaires élargis? Mais non, je n'ai pas des informations là-dessus. Je serais prétentieux de dire que j'ai des informations entre le chef de l'État et puis le commandement supérieur de notre armée. Je me contente jusque-là de ce que le porte-parole a dit. Tout ce que je retiens,
Ils ont renouvelé leur loyauté, leur engagement vis-à-vis de la nation pour défendre la nation, le territoire congolais. Et puis, ils ont exprimé leur loyauté vis-à-vis du commandant suprême des forces armées congolaises, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Donc, voilà ce que moi je retiens de cette rencontre. Mais nous notons qu'il y a, bon, dans les médias, dans les réseaux sociaux, il y a des généraux qui n'étaient pas présents, notamment on parle de John Numbi. Je ne connais pas officiellement la raison de son absence. Est-ce qu'il était empêché, hein? Est-ce qu'il avait présenté une raison pour ne pas prendre part? Est-ce qu'il a un problème de santé ou quoi que ce soit? Ça, je ne sais pas. Le temps nous le dira. Bonjour, maman Lisa Monguedou. Bonjour, bonjour, bonjour. Sami Mwanza Kalamba dit, est-ce que les membres de la CPI qui sont à Kinshasa saisira Kabila pour l'amener à la haie? Non, ça ne se passe pas comme ça. D'abord, il faut qu'il y ait une plainte contre Kabila. Il n'y a pas, jusque-là, il n'y a pas une plainte contre lui. Et c'est vrai qu'il y a une requête qu'un certain nombre d'avocats canadiens avaient adressée au bureau du procureur pour qu'on ouvre des enquêtes contre les autorités congolaises, notamment le président Kabila. Donc, l'équipe de la CPI qui est venue sur place, semble-t-il, sa première mission, c'est d'abord la situation au niveau de l'Ituri, et ensuite, elle va aborder d'autres questions, mais ce n'est pas qu'ils sont allés là-bas pour prendre des Kabila, et puis, ce ne sont pas les membres de la CPI là qui viennent, non. Donc, on n'en est pas encore là. Si un jour, cela va arriver, mais il y a une procédure. Alors, pasteur Léa Loti, lui, il veut aller dormir. Il dit, passez une bonne journée, papa Anglo-Congo. Merci pour tout, car t'entendre souvent donne quand même une bonne compréhension. Merci, homme de Dieu, et passez un bon week-end. Voilà, là, j'ai pratiquement ramassé. Paulin Canet m'a dit, la position du chef reste conciliante. C'est ce qu'il faut pour lui. La rupture entre FCC-CACH doit être activée par la base. Ce peut être une stratégie. Le président de la République n'a jamais demandé aux gens de l'UDPS d'aller protester contre Rossar Malonda, mais l'UDPS reste libre quand il estime sur une question que le gouvernement prend une direction qui ne lui plaît pas dans le cadre de l'exercice des droits de liberté, des droits de manifestation. Ils peuvent activer leur base pour dire ça ne va pas. Et le président de la République, lui, essaie de rester, comme disait le feu maréchal Mobutu, paix à son âme, au-dessus de la mêlée. Voilà. Bon, je crois que j'ai ramassé pratiquement toutes les questions, Dieu merci. En tout cas, je n'ai pas laissé une question sans réponse, à mon avis. Voilà, je termine en disant que continuons à prier. Tout n'est pas dit dans le cadre de cette analyse. Et puis, nous ne connaissons pas vraiment la teneur des entretiens entre le président Félix Tshisekedi et son homologue d'en face. C'est vrai qu'officiellement, on a parlé de tout ce que j'ai évoqué, mais comme je l'ai dit, ça ne justifiait pas son déplacement dans les conditions que nous connaissons, hein, et puis passer autant d'heures là-bas. Nous allons, dans la mesure du possible, chercher à savoir il s'agissait de quoi, hein, et si nous avons des éléments d'information fiables, nous viendrons vous les communiquer. Et si vous avez aussi des informations à ce sujet, n'hésitez pas, donnez-nous, parce que parmi vous, il y a nos sources aussi. Allez, continuez à prier pour notre pays, que Dieu vous bénisse, passez un bon week-end,
Mina mipenda sana, Mungu amibariki. Bye.